Alors, depuis 1950, le temps de travail a baissé de plus d'un tiers pour passer de 2202 heures par an à moins de 1600 heures. Pendant ce même laps de temps, les temps de transport, le trajet domicile-travail, n'a cessé d'augmenter et les conditions de transport de se détériorer, également les temps de s'allonger. Tout ceci au détriment de la qualité de vie des salariés, puisqu'il s'agit de temps personnel, et finalement, cela impacte la qualité de vie individuelle et collective. Or, il est de plus en plus difficile d'équilibrer nos vies. Alors, on parle beaucoup de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais la vie ne se limite pas à cela. Nous avons de multiples vies. Il y a la vie sociale, il y a la vie amicale, il y a la vie sportive, il y a la vie politique, il y a la vie associative. Chacun a de multiples vies et aujourd'hui, on est difficilement cantonné dans les deux vies, la personnelle et la professionnelle, sachant que la seconde grignote de plus en plus sur la première. Tout ça, finalement, dans le cadre d'une horloge de la mondialisation qui va de plus en plus vite et qui semble avoir un rythme effréné que nos vies n'arrivent plus à suivre. Tout va vite et tout est instable. Il faut continuellement s'adapter, se réorganiser, c'est ce qu'on appelle être agile maintenant, et tout ceci pour garder sa place, son rôle sur les marchés, tout en essayant de garder présent à l'esprit qu'on a un actif de valeur, le plus gros actif que l'on ait, qui sont les salariés. Et les salariés, là-dedans, sont très déséquilibrés parce qu'ils n'arrivent plus à aligner leur vie avec ce rythme de travail, ce rythme imposé par la vie actuelle, avec en même temps une dégradation de qualité de vie dans un monde où finalement, contrairement à ce qui se passait il y a pas mal d'années, la sécurité de l'emploi n'est plus qu'un leurre. Et cependant, il est possible de travailler autrement. Pour un grand nombre de personnes, il serait possible de travailler tout à fait autrement. Quelle est la condition pour que travailler autrement aujourd'hui puisse se faire? Ce serait tout simplement que les managers fassent preuve de la même mobilité mentale et de la même capacité d'adaptation dans leur style et leur mode de management qu'ils le font à s'adapter aux demandes du marché. Alors moi j'ai compris, j'en étais convaincu déjà depuis assez longtemps qu'on pouvait travailler autrement, et j'ai définitivement compris en 91. Alors vous allez me dire pourquoi en 91, et je vais vous l'expliquer. C'est là où dans nos présentations, quelquefois des éléments de vie personnelle interviennent pour expliquer ce qui a renforcé nos convictions et nous a déterminés à avancer sur une certaine voie dans nos choix professionnels et d'engagement dans la société. C'est tout simplement parce qu'en janvier 91, je me trouvais aux États-Unis. À l'époque, je travaillais pour IBM Europe, responsable d'offres logicielles, en charge pour la partie Europe d'une annonce importante qui devait avoir lieu en février. Et bien entendu, je travaillais avec mes collègues du monde entier puisque c'était une annonce mondiale qui devait être coordonnée. Nous étions aux États-Unis pour un moment et les règles de sécurité IBM veulent que si les États-Unis sont en guerre, aucun IBMer étranger ne peut se trouver sur le sol américain. Donc la sécurité nous a rapidement rapatriés dans nos différents pays. Et moi, je me suis retrouvé à Londres, où j'habitais à l'époque, en me disant « Comment allons-nous réussir cette annonce dans les 3 semaines qui viennent, en ne pouvant plus voyager, interdiction totale de voyage pendant 3 mois, et en n'ayant pas la possibilité d'interagir très rapidement et très facilement avec tous mes collègues. » Alors chacun dans notre coin, on s'est dit la même chose, on a commencé à regarder beaucoup plus attentivement tout ce que nous avions sur notre bureau, la technologie qui était à notre disposition, et même si 91 n'est pas 2010, nous en avions malgré tout pas mal, comme une messagerie extrêmement performante, des serveurs partagés, du tout balbutiement de travail collaboratif, un bon système de conférences téléphoniques, et en fait, nous nous sommes coordonnés, toute l'équipe projet, pour changer fondamentalement notre façon de travailler, avec l'objectif de réussir notre annonce, bien entendu, puisque l'enjeu était important pour la compagnie et pour nous. Et là, j'ai compris que quelque chose avait basculé.
parce que nous l'avons réussi, notre annonce. Je peux vous assurer que les budgets voyage chez IBM n'ont plus jamais été ce qu'ils avaient été avant la guerre. Plus jamais. Et il y a un mouvement de fond qui a commencé à ce moment-là, qui s'est aligné d'ailleurs avec les développements technologiques qui ont été assez rapides, puisque c'est là où les premiers PC portables ont vraiment commencé à devenir portables. Nous n'avions pas encore les facilités de réseau d'aujourd'hui, mais cela a été très très vite après, à partir de 1995. Ce qui fait qu'on savait pertinemment bien qu'il y avait un mouvement irréversible qui était en marche. Par contre, on n'en mesurait pas encore absolument la profondeur. Moi, je l'ai comprise quand je suis rentrée en France après mon expatriation et que j'ai fait partie de l'équipe qui a créé IBM Conseil et qu'à peine arrivée dans cette équipe, j'ai été détachée à la mission gouvernementale sur le télétravail. C'était en 1993. En 1993, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui s'en souviennent, IBM en France et dans le monde allait très mal, les plans de licenciement étaient massifs, on était beaucoup plus protégés en France que dans beaucoup d'autres pays, mais la raison pour laquelle le président s'est intéressé au télétravail et m'a demandé en parallèle de monter un premier pilote pour mettre en place des bureaux partagés pour en fait faire de l'économie sur de l'immobilier, dans un but d'essayer de sauver quelques emplois dans le cadre des plans sociaux qui étaient en marche. Et là, encore une fois, c'est une étape définitive qui a été franchie. Les premiers bureaux partagés ont été mis en place, et chose quand même exceptionnelle dans ce domaine-là, c'est la France qui a été pionnière dans le monde chez IBM, et IBM était assez pionnier par rapport aux autres entreprises. Et à partir de là, le mouvement s'est amplifié. Il n'y a aujourd'hui plus aucun bureau personnel chez IBM dans les nouveaux bâtiments dans lesquels ils sont rentrés récemment à Bois-Colombes. Vous vous souvenez peut-être que c'était l'époque où on parlait beaucoup de re-engineering, beaucoup de technologies de l'information et de la communication dans les processus, aussi bien les processus de production que les processus administratifs. C'est l'époque où sont sortis aussi les grands logiciels intégrés, type ERP, qui aujourd'hui sont banalisés, mais qui ont fondamentalement secoué les organisations à ce moment-là. Tout ça était gentiment en marche et d'autres entreprises se sont dit, mais au fond, pourquoi pas le télétravail chez nous aussi? Cela pourrait répondre à des besoins internes. La DATAR s'en est également mêlée en finançant des projets pilotes de télécentres sur le territoire, avec l'idée que ces télécentres seraient en fait des relais territoriaux où les citoyens pourraient venir apprendre les nouveaux usages et serviraient donc de développement local. Ce côté-là des projets a plutôt été un échec du fait qu'il n'y avait pas de modèle d'affaires derrière. Donc on ne peut pas construire un projet uniquement sur du subside ou de l'argent public à durée déterminée. Malheureusement, qu'est-ce qui est venu contrebalancer tout ça et tout arrêter en France? Alors personnellement, je veux dire, je n'ai rien contre les 35 heures, je ne suis pas là pour avoir un avis sur les 35 heures, mais les 35 heures ont été le moment qui a tout figé, à un moment où un esprit très positif de réorganisation dans les entreprises était en marche, a été complètement stoppé de par l'injonction légale de mettre en place les fameuses 35 heures dans un délai extrêmement court qui ne permettait absolument pas à une entreprise de profiter de cette opportunité pour revoir son organisation du travail et l'aménager en mettant les 35 heures en place. Et c'est là, en fait, où la France a raté un très grand virage de modernisation de son économie et de ses organisations. Le constat aujourd'hui, il est finalement assez triste parce que nous n'en sommes pas encore tout à fait sortis. Nous avons des systèmes d'information d'entreprises qui ont bien évolué, mais fondamentalement, l'alignement entre la vie des salariés et les organisations n'est toujours pas fait. Et aujourd'hui, nous faisons quand même un triple constat qui est extrêmement triste en France. C'est qu'on est le premier pays d'Europe, certains disent même du monde, pour l'absentéisme.
Nous sommes le premier consommateur d'Europe de produits psychotropes et les maladies, les troubles psychosociaux sont en train de devenir les maladies professionnelles numéro 1. Donc, il y a certainement un malaise extrêmement profond dans le monde du travail qui coûte très cher à la société et à l'économie et qui en plus ne donne vraiment pas une bonne image du marché du travail. Et c'est d'autant plus dommage que les études montrent que pour les Français, le travail est la valeur numéro 2 après la famille. C'est dire si les Français sont attachés à leur travail. Ils aiment leur travail, ils aiment leur métier en général. Et même, la plupart du temps, ils aiment leurs employeurs quand ils en ont un. Et ils sont prêts à donner beaucoup. Par contre, on est aujourd'hui dans un déséquilibre assez fondamental entre ce qu'ils peuvent donner et les conditions dans lesquelles ils sont amenés à le donner. Alors moi, je ne veux pas du tout rentrer dans le discours du bien-être, parce que ce n'est pas mon métier. Je voudrais simplement qu'on essaye pendant quelques minutes de réfléchir ensemble à ce que le télétravail peut apporter à une organisation, à des salariés et à une entreprise pour améliorer les conditions de travail et surtout l'équilibre entre la vie et le travail. Alors on sait tous que... Rambondé, problème technique, Qu'est-ce qui... Sport qui s'allonge. Alors je vous propose un petit film d'1 minute. Pour les salariés. Selon une étude menée par l'Observatoire régional de la santé au travail, 60% des Franciliens estiment que les transports sont une source de stress, de fatigue et de mauvaise humeur. L'entassement des voyageurs ou encore les retards, voilà les 2 problèmes les plus fréquemment cités, des désagréments qui vont de pair avec la durée de trajet. Dans le 95, la rogne est donc plus grande que la moyenne. 68% des Valdoisiens sont exaspérés par les trajets en transport en commun du domicile au travail. Chaque jour, les habitants du département passent en moyenne 2 heures dans les transports, soit la moyenne francilienne. Pourtant, dans ce domaine, le Val d'Oise est mieux loti que les autres départements de Grande Couronne. Par ailleurs, plus de la moitié des franciliens pensent que ces désagréments ont des conséquences sur leur vie professionnelle, personnelle et même leur santé. Dans le Val d'Oise, 57% des habitants considèrent que les soucis de transport affectent leur vie privée. Ils sont 52 à penser que cela a aussi des répercussions sur leur travail et leur santé. La vie n'est donc pas une longue rame tranquille pour les franciliens. Alors, je voudrais qu'ensemble, on se livre à un petit raisonnement extrêmement simple et arithmétique. On va partir d'une moyenne tout à fait reconnue et raisonnable du temps de trajet d'un salarié en milieu urbain, qui est d'1h30 par jour, 45 minutes aller, 45 minutes retour. Et on voit que sur une semaine, cela fait 7h30, et ramené au mois, on en est à 30 heures. Je vous parlais tout à l'heure de la semaine de 35 heures, qui est l'étalon de référence en France pour le temps de travail. Donc nous voyons que nous avons, sur un mois, près d'une semaine de temps de travail qui est évanoui en temps de transport. Vous ramenez ça à l'année, on arrive à 2 mois et demi de temps de travail. Alors j'utilise volontairement ce terme parce qu'il parle à tout le monde, qui disparaissent. C'est en fait du temps de vie qui disparaît. Et si on imagine que quelqu'un télétravaille 3 jours par semaine, ce qui est raisonnable dans beaucoup de métiers où le télétravail est possible et sur la base du volontariat, j'insiste, ce sont des critères importants, on arrive à 18 heures par semaine. Donc je vous laisserai rentrer chez vous tout à l'heure pour faire un petit calcul, pour voir ce qu'il est possible de redonner comme temps de vie à un salarié. Et aujourd'hui, alors que l'on parle énormément de RSE, de développement durable, d'épidémies, de catastrophes naturelles, d'attentats. Je vous demande de réfléchir vraiment très sérieusement et je pense que, mesdames et messieurs les dirigeants qui êtes ici, il est de votre devoir d'envisager comment redonner du temps de vie à vos salariés, non pas pour que vous soyez considéré comme un patron ou un institutionnel citoyen exemplaire, mais tout simplement parce que vous
contribuerez à créer une société plus harmonieuse dans laquelle vous serez gagnant parce que vous aurez des salariés qui seront beaucoup plus productifs. Je vous remercie.